En septembre 2025, un volcan que l'on croyait assoupi révèle soudain un gisement de diamants d'une ampleur inédite, assez vaste pour bousculer des courbes économiques entières. Les premiers chiffres affolent autant qu'ils fascinent. Un Burkina Faso longtemps jugé marginal pourrait devenir, presque du jour au lendemain, un pivot que surveillent déjà toutes les grandes capitales. Mais que signifie vraiment cette découverte pour un pays conduit par Ibrahim Traoré, et qu'implique-t-elle, concrètement, pour ceux qui observent ce basculement depuis leurs écrans lointains? Derrière l'éclat minéral se profile une épreuve collective où chaque décision pèsera plus lourd que la pierre elle-même. La découverte du Somgand n'est pas seulement un événement scientifique, c'est une fracture nette dans la carte mentale du Burkina Faso et dans la manière dont le monde évaluait jusque-là sa capacité d'influence. Les premiers experts parlent d'une ressource capable de remodeler l'économie nationale, mais aussi d'une pression internationale immédiate. Car chaque gramme extrait pourrait déplacer des équilibres géopolitiques établis depuis des décennies. L'enjeu principal, souvent réduit à la richesse potentielle, est bien plus profond. Il s'agit de déterminer si un pays jeune, encore marqué par l'instabilité passée, peut convertir un miracle minéral en puissance durable sans perdre le contrôle politique et social. Une promesse circule déjà, transformer ce socle brut en sécurité, en dignité et en autonomie concrète. Mais derrière cette promesse, un risque central demeure pour tout observateur attentif. Qu'une ruée mondiale transforme une opportunité rare en fracture interne. C'est ce dilemme qui façonne désormais les attentes, car le moindre choix stratégique peut tracer un chemin vers l'émancipation ou vers un cycle nouveau de dépendance. Les premières analyses scientifiques ont révélé un paradoxe saisissant. La masse diamantifère détectée dépasse tout modèle géologique connu, alors même que la zone n'avait jamais été classée comme stratégiquement prometteuse. Quelques heures après la confirmation, un second chiffre a consolidé le choc. La pureté moyenne relevée atteint plus de 92%, un niveau que très peu de gisements africains ont jamais approché. Ce double constat a immédiatement placé les autorités dans un état d'urgence scientifique et stratégique. En moins de 3 heures, Ouagadougou s'est retrouvé saturé de données, d'images satellites et de projections économiques, cherchant toutes à comprendre comment un volcan longtemps négligé pouvait dissimuler une telle continuité minérale. Dans ce flux d'informations, le rôle d'Ibrahim Traoré s'est affirmé comme celui d'un stabilisateur, chargé d'encadrer une découverte dont les implications dépassaient largement son territoire. L'aube du jour de la révélation a marqué le basculement d'un récit national. Les capteurs, en mission de prospection routinière, ont affiché des schémas de densité qu'aucune simulation n'avait anticipé. Les hélicoptères ont sécurisé le site. Les géologues burkinabés et chinois ont confirmé l'impensable. Et le pays s'est retrouvé, en quelques heures, plongé dans une effervescence qui combinait vigilance, fierté et prudence. Les chancelleries étrangères ont également perçu l'ampleur de ce tournant. Des notes confidentielles ont circulé, reconnaissant que le centre de gravité régional venait de se déplacer. L'Afrique, longtemps cantonnée au rôle d'arrière-plan dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, voyait soudain une nation enclavée tenir un levier inédit. Ainsi, avant même toute extraction, le Burkina Faso devait affronter une équation complexe. Préserver son autonomie, gérer une ruée diplomatique silencieuse et transformer une chance géologique en fondation durable. Chaque acteur, local, régional ou CCI international, a compris que rien ne redeviendrait simple. La révélation du Somgand a immédiatement transformé plusieurs figures du terrain en témoins privilégiés d'un moment national. Parmi eux, les ingénieurs dépêchés sur place ont été les premiers à décrire l'atmosphère inhabituelle qui régnait autour du volcan. Un mélange d'urgence scientifique, de discipline militaire et d'étonnement silencieux. Leurs récits évoquent des capteurs saturés, des roches anormalement lumineuses sous les lampes portatives et des équipes contraintes de vérifier 3 fois des instruments pourtant réputés infaillibles.
Dans les villages voisins, un autre guide du récit s'est imposé. Un ancien chargé de surveiller la zone pour des raisons coutumières. Il affirme avoir toujours perçu le volcan comme un lieu qui dort mais écoute, et son témoignage reflète la manière dont l'événement a immédiatement pris une dimension spirituelle pour une partie de la population. La nouvelle, portée par les radios locales, a été accueillie comme un signe rare, un rappel que la Terre pouvait encore offrir des preuves de continuité entre mémoire et avenir. Les marchés, eux, ont enregistré les premiers frémissements d'un changement profond. Les commerçants racontant comment, en quelques heures, les discussions ont quitté les sujets quotidiens pour se focaliser uniquement sur la découverte, sur son ampleur supposée et sur l'idée que le pays pourrait entrer dans une phase inattendue de transformation. L'effervescence n'était pas seulement économique. Elle touchait également la perception collective de ce que signifiait être citoyen d'un territoire brusquement projeté au centre des regards. Et au cœur de ces réactions multiples, une question persistait. Que deviennent ces lois, ces espoirs, si le pays trébuche? Le déclencheur survient tôt, presque sans témoin direct. Les capteurs d'un drone de prospection enregistrent une vibration inhabituelle, un schéma minéral que personne n'attendait au cœur du Somgand. La confirmation satellite tombe à 9h46 et déclenche immédiatement une chaîne d'alerte interne. Quelques minutes plus tard, les équipes comprennent que les données ne sont pas des anomalies. Elles représentent une continuité diamantifère d'une ampleur entièrement hors norme. Le crescendo commence alors. Un convoi militaire décolle à midi, sécurise le périmètre, filtre les communications et balise les accès. Les géologues burkinabés et chinois convergent vers la zone, comparent leurs instruments, réévaluent des mesures qu'ils jugent trop extrêmes pour être crédibles. Ils prélèvent des échantillons, observent leur luminosité, constatent une pureté qui dépasse les standards connus du continent. Dans les centres urbains, les rumeurs devancent les annonces officielles. Les marchés changent de ton, les radios discutent déjà d'un possible basculement économique. Puis, l'onde de choc se propage. Dans la soirée, Ibrahim Traoré apparaît à la télévision nationale. Son message est calme, mais le cadre institutionnel respire la gravité. Il affirme que la découverte n'est pas un trésor à vendre, mais une épreuve collective qui exige maîtrise, sobriété et vigilance. Cette posture surprend certains observateurs étrangers, habitués à voir des gouvernements célébrer davantage qu'ils n'anticipent. Les mots scores du président transforment toutefois l'émotion populaire en sentiment de responsabilité nationale. Les villages organisent des cérémonies de gratitude, les citadins brandissent des drapeaux, les étudiants écrivent des messages de soutien sur les réseaux locaux. Un même battement traverse la société. L'onde de choc atteint aussi l'étranger. À Washington, les chaînes de commandement révisent leurs scénarios d'approvisionnement stratégique. À Paris, les diplomates adoptent un ton prudent et évoquent une rupture silencieuse dans l'équilibre du Sahel. À Pékin et à Moscou, les félicitations deviennent rapidement des propositions de coopération. Les notes confidentielles circulent entre capitales. Toutes pointent vers une conclusion identique. Le centre de gravité régional se déplace vers un pays que l'on disait enclavé et dont le levier minéral force désormais l'attention. Les jours suivants, la tension s'organise autour de la gestion interne. L'armée instaure un périmètre de sécurité élargi. Les drones civils sont interdits. Les laboratoires nationaux reçoivent des données qui confirment la continuité exceptionnelle du gisement. Les experts étrangers, eux, commencent à spéculer sur la valeur potentielle du site, tandis que les analystes économiques débattent de l'impact sur les marchés mondiaux du diamant. Le crescendo diplomatique atteint un nouveau seuil lorsque les premières notes stratégiques établissent compte que cette découverte pourrait modifier non seulement les prix, mais aussi les alliances régionales. Le Burkina Faso, longtemps considéré comme marginal dans la géoéconomie mondiale, devient un acteur que personne ne peut ignorer. La ruée ne concerne plus seulement les pierres, elle touche le contrôle du récit, la maîtrise du modèle de développement et l'équilibre délicat entre souveraineté et coopération.
Et au cœur de cette onde de choc, une certitude s'impose progressivement. Ce n'est pas la richesse qui fera basculer le pays, mais la manière dont elle sera gouvernée. La ligne de base est claire. Avant la découverte, aucun modèle n'envisageait qu'un volcan secondaire puisse abriter un gisement stratégique majeur. Le delta révélant l'ampleur actuelle est tout aussi net. Les premières données consolidées indiquent près de 14 millions de carats exploitables, un volume qui dépasse de 30% le plus grand gisement connu d'Afrique australe. Ce chiffre impose une lecture attentive, car il repositionne un pays enclavé au centre d'une équation économique mondiale. La seconde mesure frappe par sa singularité, une pureté moyenne de 92,7% sur les échantillons analysés. Cette qualité si élevée implique une transformation locale moins coûteuse et augmente la valeur unitaire du diamant brut. La troisième donnée complète le tableau, une formation estimée à 12 millions d'années. Cette durée géologique exceptionnelle signifie que le gisement est issu d'un processus stable, non d'une anomalie courte et aléatoire. Ces trois mesures s'imposent comme les piliers d'une nouvelle ère analytique. Elles redéfinissent non seulement la valeur brute, mais aussi la trajectoire possible pour un pays qui n'avait jamais disposé d'un tel levier. Dans les salles de la présidence, les tableaux lumineux exposent courbes, cartes, projections et calculs, rappelant que les chiffres ne servent plus seulement à convaincre. Ils servent à décider. Les conseillers comparent chaque scénario, évaluent les risques, anticipent les tensions possibles autour de la gouvernance. La prudence domine, car transformer un potentiel en réalité nécessite une méthodologie plus solide que l'euphorie collective. Ibrahim Traoré intervient alors comme un repère doctrinal. Il rappelle que la valeur d'une ressource dépend de l'usage qu'on en fait. Cette phrase exprime une vision qui refuse l'exploitation précipitée et privilégie une maîtrise progressive. Elle contredit les pressions extérieures qui suggèrent une ouverture rapide aux capitaux internationaux. Son approche ne rejette pas l'investissement étranger, mais exige un cadre qui maintienne la souveraineté nationale. Les partenaires internationaux, eux, lisent les chiffres avec leurs propres priorités. Les équipes chinoises et russes proposent un encadrement technique renforcé. Les États-Unis évoquent une assistance axée sur la transparence. Chaque acteur avance prudemment, conscient que le Burkina Faso détient désormais un atout qu'aucun pays ne peut ignorer. Dans les capitales étrangères, les services d'analyse comparent modèles, options et risques géopolitiques. On évalue aussi l'impact possible d'un changement de paradigme dans le Sahel. Sur le terrain, les équipes techniques travaillent sans relâche. Les prélèvements confirment l'homogénéité de la masse minérale. Les drones sécurisent donc la zone. Les laboratoires burkinabés et chinois reproduisent les mesures pour éviter toute erreur d'interprétation. Les données s'accumulent, mais l'incertitude demeure sur le rythme optimal d'exploitation. Une extraction trop rapide ferait perdre le contrôle politique et économique. Une extraction trop lente réduirait la capacité à maîtriser le marché mondial. Ainsi, les chiffres ne racontent pas seulement l'histoire d'un gisement. Ils dessinent la carte d'un futur possible. Ils indiquent où se trouvent les forces, où surgissent les fragilités et où commence la responsabilité collective. La clé n'est plus la découverte elle-même, mais la manière dont elle sera orchestrée. La première thèse, défendue par les économistes libéraux évoqués dans la source, repose sur une logique d'intégration accélérée. Selon eux, un gisement de cette ampleur ne peut être exploité efficacement sans capitaux étrangers, technologies avancées et partenariats structurants. Ils soutiennent que refuser cette ouverture reviendrait à ralentir la croissance potentielle, car un tel trésor minéral exige des infrastructures et une expertise dont le pays ne dispose pas encore. Leur argument clé s'appuie sur un calcul précis. Une intégration rapide aux circuits mondiaux pourrait générer des gains économiques supérieurs de 30% en 5 ans. Pour eux,
La stabilité politique, la circulation de la richesse et la confiance des investisseurs dépendent principalement de cette capacité à collaborer largement. La thèse opposée, portée par les partisans de la souveraineté, mobilise une mémoire historique marquée par les dépendances passées. Il rappelle que chaque ressource africaine exploitée sous contrôle extérieur a nourri des fractures plutôt que du développement durable. Ils affirment que la véritable richesse ne réside pas dans la pierre brute, mais dans la maîtrise nationale du savoir, des filières industrielles et des cycles de transformation. Leur raisonnement considère que la prospérité durable repose sur la formation des ingénieurs, la consolidation des institutions et la protection du territoire. Selon cette approche, un pays qui ne contrôle pas la valeur de sa ressource s'expose à perdre sa liberté, même dans l'abondance. La synthèse nécessaire s'impose alors avec la clarté des faits présents dans la source. La découverte n'est ni une simple opportunité économique, ni un prétexte pour se fermer au monde. Elle constitue une équation où deux impératifs doivent coexister. Préserver la souveraineté tout en mobilisant les compétences internationales lorsque celles-ci renforcent la maîtrise locale. Les positions extrêmes, ouverture totale ou autarcie, ne résistent pas longtemps devant la complexité des données, des projections et des tensions géopolitiques évoquées. Le pays doit donc choisir une voie hybride dans laquelle chaque partenariat se construit sous conditions et où chaque concession se fait sous contrôle. Et c'est cette tension méthodique entre prudence et collaboration qui déterminera la solidité du modèle à long terme. Un pivot se dessine. Au moment où chercheurs et diplomates croient avoir mesuré l'ampleur du gisement, une nouvelle couche minérale apparaît sous les diamants, révélée par les mêmes capteurs qui avaient déclenché l'alerte initiale. Cette strate dense, composée de matériaux rares essentiels aux technologies du futur, transforme la découverte en enjeu bien plus large que prévu. Les géologues comprennent que le Somgand ne recèle pas seulement une richesse immédiate, mais une base stratégique capable de redessiner le rapport de force technologique mondial. Cette révélation modifie la posture de plusieurs capitales, soudain davantage préoccupées par les implications industrielles que par les seuls marchés du diamant. Les notes confidentielles circulent avec une intensité nouvelle, tandis que les analystes anticipent des négociations plus serrées et des alliances moins prévisibles. Dans ce basculement, Ibrahim Traoré adopte une prudence redoublée. Il sait que la convoitise pourrait changer d'échelle et que la maîtrise du récit devient cruciale pour éviter un emballement extérieur. Le midpoint n'est plus seulement économique, il devient civilisationnel. Le premier effet se manifeste dans le rapport intime que le pays entretient avec sa propre identité. La découverte, décrite dans la source comme un réveil collectif, alimente un sentiment d'unité rarement observé depuis plusieurs décennies. Les villages organisent des cérémonies, les radios répètent la même phrase. Le Burkina Faso se réveille, et les écoles réactivent l'intérêt pour les sciences appliquées. Cette effervescence crée une dynamique où la fierté nationale devient une ressource politique autant qu'un moteur social. La volatilité observée sur les marchés internationaux du diamant illustre l'impact direct de la révélation. Les prix grimpent de 22% en 3 semaines avant de se stabiliser à un niveau inédit depuis 10 ans. Les entreprises minières cherchent à s'implanter, mais la nouvelle loi limite leur participation étrangère à 35%, provoquant tensions, critiques et repositionnement rapide. Cette contrainte, mentionnée dans la source, modifie les stratégies des investisseurs qui doivent désormais composer avec une gouvernance plus stricte et un État déterminé à protéger sa souveraineté économique. À l'international, la découverte agit comme un séisme silencieux. Washington parle d'un événement à part implication stratégique. Paris évoque une rupture. Pékin et Moscou félicitent ouvertement la coopération scientifique. Ce repositionnement diplomatico-économique fait du Burkina Faso un acteur central, malgré son enclavement géographique. Les ambassades se multiplient, les notes confidentielles circulent et les puissances extérieures recalculent leurs priorités dans la région. Dans cette agitation, la voix d'Ibrahim Traoré reste mesurée, ce qui renforce l'image d'un leadership conscient des risques et des opportunités. Les pays voisins, Niger,
Mali, Tchad, perçoivent la découverte comme un signal d'émancipation. Ils lancent leurs propres audits miniers et appellent à une gestion collective des ressources stratégiques. Ce mouvement, décrit dans la source comme un début régional, crée une solidarité inédite dans le Sahel et ouvre la voie à des projets transfrontaliers. L'onde d'inspiration en dépasse les frontières immédiates du Burkina Faso et transforme un événement national en élan continental où les ressources deviennent le levier d'un redressement politique partagé. Dans cette trajectoire, le Burkina Faso poursuit l'exploitation contrôlée du gisement tout en consolidant les capacités nationales de transformation. Les revenus dégagés alimentent les infrastructures et la recherche, créant un rythme de croissance soutenu mais modéré. Les tensions géopolitiques persistent, mais les mécanismes de régulation mis en place, comités de supervision minière, transparence annoncée, suffisent à éviter les ruptures majeures. L'État conserve un contrôle solide et la confiance publique se maintient, portée par des signaux mesurés mais cohérents. Ici, la dynamique régionale s'accélère. Le consortium panafricain évoqué dans la source devient institutionnalisé, permettant à plusieurs pays du CISA de mutualiser leurs ressources stratégiques. Une agence continentale de certification voit le jour, renforçant transparence, traçabilité et influence collective. Dans cette configuration, la croissance régionale dépasse les 8% par an, et le Burkina Faso devient un modèle de souveraineté coopérative. Les alliances se structurent, et la transition technologique locale gagne en crédibilité grâce aux filières d'ingénierie récemment ouvertes. Sous la pression des intérêts extérieurs et des rivalités internes, le système peut se fissurer. Les revenus, mal gérés, nourrissent de corruption et tensions, tandis que les forces d'influence exploitent les divisions institutionnelles. Les promesses faites au début de la découverte s'épuisent dans les querelles politiques, et le diamant perd progressivement sa valeur symbolique. Le pays risque alors de retomber dans un cycle de dépendance économique qu'il cherchait précisément à briser. Plutôt que de prédire un chemin unique, la période à venir exige une lecture conditionnelle. Si les institutions restent solides, la marge de manœuvre s'élargit. Si elles faiblissent, chaque opportunité devient un risque. La clé consiste à suivre non pas la ressource elle-même, mais la qualité des décisions, car c'est elle qui déterminera l'évolution réelle. Pour de nombreux citoyens, la découverte du Somgand dépasse largement les enjeux géopolitiques, car elle redéfinit la place de chacun dans un récit collectif. Les habitants des villes y voient une possibilité de stabilisation durable, un sentiment retrouvé de sécurité et de projection vers l'avenir. Ils constatent que les discussions quotidiennes se transforment, passant des préoccupations de survie aux conversations sur les compétences à développer, les formations à suivre et les métiers qui pourraient émerger. Cette transformation intérieure influence la manière dont chaque individu perçoit son rôle dans la société. Dans les zones rurales, l'impact prend une autre forme. Les anciens interprètent le volcan comme un signe spirituel, rappelant l'importance des cycles de mémoire et d'appartenance. Les cérémonies organisées dans les villages décrites dans la source renforcent une cohésion qui s'était parfois fragilisée au fil des crises successives. Les familles racontent aux enfants que la terre n'a pas seulement offert un trésor, mais un rappel de dignité. Et cette dimension symbolique façonne une fierté plus profonde que la seule richesse matérielle. Quant aux jeunes, ils se sentent au centre d'un tournant inédit. Les filières d'ingénierie minière ouvertes dans les universités leur donnent enfin l'impression que leur avenir peut se construire sur place. Ils voient dans cette découverte une invitation à rester, à participer et à contribuer. Leur enthousiasme nourrit un cycle vertueux, car il transforme la découverte en horizon concret plutôt qu'en rêve lointain. Ces perceptions, urbaines, rurales, générationnelles, convergent vers une idée simple. Chacun a désormais une part à jouer dans un avenir qui ne dépend plus uniquement des événements, mais aussi des choix humains. La première étape consiste à renforcer la maîtrise technique,
un objectif déjà initié dans la source avec l'Académie nationale des mines. Le gouvernement forme plus de 500 ingénieurs spécialisés afin de réduire la dépendance aux partenaires extérieurs. Cette phase doit être mesurée par la capacité réelle des équipes au conduire de manière autonome les analyses, les prélèvements et la gestion des opérations critiques autour du Somgand. Elle garantit que la compétence devienne un pilier plutôt qu'un simple accompagnement. La deuxième étape repose sur les solutions pour la gouvernance. Une agence indépendante de régulation minière, décrite dans le récit, reçoit la mission de surveiller les flux, les concessions et les exportations. Sa fiabilité se mesurera par la cohérence entre données publiées, processus de validation et contrôle citoyen. Une double signature, celle de l'État et celle d'un comité citoyen, doit assurer transparence et légitimité. La troisième étape concerne la coopération régionale. Le Fonds souverain commun avec le Mali et le Niger crée un mécanisme de mutualisation inédit. Sa performance pourra être évaluée à travers la capacité du Sahel à financer des infrastructures transfrontalières, mais aussi à négocier collectivement avec les puissances extérieures. Ce cadre vise à équilibrer souveraineté et solidarité entre pays voisins. La quatrième étape porte sur la durabilité. Une partie des profits est dédiée à la reforestation et à la protection des sols. Cette dimension écologique doit être vérifiée par des indicateurs visibles. Surface restaurée, zones protégées, réduction mesurable de l'impact sur les terres environnantes. Enfin, Ibrahim Traoré inscrit une cinquième étape, l'ouverture de la connaissance. Les données géologiques non sensibles sont rendues publiques pour encourager la recherche africaine. Cette transparence deviendra un test de maturité institutionnelle et un signe d'indépendance intellectuelle. Le récit revient naturellement vers ceux qui, les premiers, avaient senti la bascule se produire. Les ingénieurs surpris par la luminosité des roches, l'ancien des villages voisins qui parlait d'une montagne qui dort mais écoute, et les familles réunies autour des cérémonies de gratitude. Ces témoins du terrain rappellent que la découverte n'a jamais été uniquement une affaire d'analyse ou de diplomatie. Elle a été, dès le départ, un moment vécu, un instant où la Terre a semblé répondre à une attente silencieuse. Au fil des mois, ce lien entre mémoire et avenir s'est renforcé. Les récits se transmettent, les enfants apprennent que leur sol porte non seulement des pierres, mais une histoire entière. Le volcan, jadis simple repère géographique, devient une métaphore partagée d'endurance et de dignité. Dans cette continuité, la figure d'Ibrahim Traoré s'inscrit comme un fil conducteur, non par triomphalisme, mais par la sobriété des mots posés face au Somgand. Son rôle dans ce moment n'efface pas celui du peuple. Il en souligne seulement la cohérence. Ainsi le pays avance, guidé moins par l'éclat minéral que par l'élan humain réveillé autour du volcan. La dignité devient la vraie ressource. À présent, l'histoire du Somgand s'inscrit comme un chapitre que chacun peut prolonger à sa manière. Les données scientifiques, les décisions politiques et les élans populaires convergent vers une même évidence. Une découverte ne vaut que par la manière dont une société la transforme. Le Burkina Faso avance désormais sur une ligne où prudence et ambition ne s'opposent pas, mais se complètent. Cette trajectoire n'appartient pas qu'aux institutions. Elle se joue dans les écoles, dans les villages, dans les discussions des marchés et dans les choix individuels. Chaque geste, apprendre, transmettre, préserver, débattre, façonne un horizon où la ressource devient prétexte à réflexion plutôt qu'objet de convoitise. En observant cette évolution, chacun peut réfléchir à sa propre manière de participer, ne serait-ce que par une vigilance éclairée ou une curiosité active envers ce que deviennent les promesses collectives. L'enjeu dépasse un pays et touche à la façon dont une communauté humaine décide de se tenir debout. Et vous, quelle part choisiriez-vous d'éclairer dans cette histoire en mouvement ?